Chers amis, chers camarades, bienvenue à notre banquet annuel de lutte ouvrière qui rassemble plus de monde encore que l'an dernier. Alors, est-ce que c'est la preuve de la vitalité des idées révolutionnaires ou est-ce qu'on y mange bien? Je dirais les deux. Alors avant, je voudrais dire un merci tout d'abord à tous ceux qui ont donné de leur temps pour la préparation de ce banquet, en préparant la nourriture, la décoration, en collant les affiches et en distribuant les tracts. Merci à tous celles et à tous ceux qui ont fait connaître ce banquet à leurs proches, à leurs collègues, à leurs voisins. Notre parti n'a pas, contrairement au patron et au parti bourgeois, des médias à son service. Donc notre média principal, c'est nous-mêmes, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, et nous en sommes fiers. Alors je vais présenter les camarades qui sont à la tribune. Cette année, et Nathalie va en parler dans quelques instants, nous présentons une liste l'ouvrière aux élections européennes de mai prochain. Dans le Val-de-Marne, 2 camarades sont candidates sur cette liste. Alors il s'agit, à ma gauche, d'Agathe Martin, qui est cheminote aux ateliers d'entretien des TGV de Châtillon. À ma droite, Josepha Torres, qui est technicienne dans la chimie à Sanofi, à Ivry. Alors moi-même, Jean-François King, je suis un retraité de l'EDF et je suis le représentant de lutte ouvrière à Maisons-Alfort. Et bien sûr, tout à l'extrême gauche, notre parotte nationale, Nathalie Arthaud. Elle conduira donc la liste de lutte ouvrière aux européennes. Et je lui donne maintenant la parole. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Alors avec le grand débat national et les one-man shows de Macron et de Philippe d'un côté qui saturent les médias, et puis les manifestations de gilets jaunes qui se tassent un peu de l'autre côté, eh bien le gouvernement estime peut-être avoir éteint l'incendie. Le fait est qu'il a repris l'initiative. Les ministres, les députés sont de nouveau à la manœuvre. Et cette semaine, le Premier ministre a évoqué l'idée d'imposer des contreparties aux aides sociales. Certains députés ont même proposé de rétablir la taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres. C'est dire qu'ils sont en train de se ragaillardir. Alors Macron a encore un mois pour peaufiner les annonces qu'il fera à l'issue du débat. Mais il n'y a rien à en attendre. Il ne répondra pas aux attentes essentielles exprimées dans le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il est impossible de répondre à la demande d'augmentation du pouvoir d'achat, de hausse des salaires et des pensions, sans toucher au profit des capitalistes. Et ça, Macron, évidemment, il ne le fera pas. Qu'il ne soit même pas prêt à rétablir l'ISF montre qu'il ne touchera pas à un seul cheveu de la bourgeoisie. Alors, quelle que soit l'issue du débat, le mécontentement et les frustrations, le mécontentement, les frustrations et la colère, eh bien, ils seront toujours là. Oui, le mécontentement ne peut que grandir, parce qu'on est en crise, parce qu'on est englué dans la crise. Toute l'histoire du capitalisme est ponctuée de crises régulières. Mais à ses débuts, cela ne l'empêchait pas de connaître, entre 2 crises, de vraies périodes de développement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis la crise de 1971, nous sommes en crise permanente parce que le capitalisme n'a plus de perspective pour développer la production. Les marchés sont saturés, la surproduction est généralisée et elle condamne l'économie mondiale au marasme. Pour accroître ses profits, eh bien, la bourgeoisie n'a que 2 solutions. Participer à la guerre commerciale en se montrant encore plus féroce que ses concurrents,
c'est-à-dire imposer au nom de la compétitivité des suppressions d'emplois, l'écrasement des salaires, l'aggravation des cadences et la flexibilité. Et cela vaut pour toutes les entreprises du privé, comme pour les entreprises du public, comme pour la Poste, les hôpitaux, parce que l'État ne peut plus les financer correctement, étant donné qu'il consacre de plus en plus d'argent à soutenir le grand patronat. Et puis le second moyen qu'a la bourgeoisie pour garantir et augmenter ses profits, c'est d'investir dans un secteur qui offre, lui, des débouchés illimités, la finance. Et c'est ainsi que des sommes extravagantes alimentent chaque jour la spéculation et menacent d'emporter toute l'économie dans un nouveau krach. Autrement dit, le capitalisme nous condamne à la crise et à une lutte de classe de plus en plus féroce de la part de la bourgeoisie. Et les victimes ne sont pas seulement les ouvriers et les employés, mais aussi nombre de petits patrons, commerçants et artisans qui, tout en travaillant d'arrache-pied, ne vivent pas mieux que la moyenne des salariés. Alors le gouvernement peut peut-être se féliciter d'un taux de chômage qui serait passé en dessous de la barre des 9%. La réalité est que la condition ouvrière recule par tous les bouts et que ce recul n'est pas seulement le fait de la politique anti-ouvrière de Macron, mais il est imposé par la bourgeoisie dans un contexte de crise économique. Le gouvernement et les députés de la majorité ont passé la semaine à tartiner sur la violence des Gilets jaunes, n'hésitant d'ailleurs pas à leur mettre sur le dos les menaces proférées contre des députés et les insanités antisémites. Mais la violence de notre société, c'est celle des femmes et des hommes qui sont empêchés de travailler et de gagner leur vie. C'est celle de ceux qui se privent pour se manger, pour se chauffer, pour se soigner. Et c'est la violence qui est faite aux familles qui se démènent avec un enfant ou un parent handicapé et qui sont complètement abandonnés par les pouvoirs publics. La crise, le chômage de masse, les injustices et les inégalités croissantes, la marginalisation d'une fraction toujours plus importante du monde du travail vont pousser de plus en plus de gens à agir. Non seulement les travailleurs salariés, mais aussi nombre d'autres catégories sociales qui sont eux aussi frappées par la crise. Les petits patrons, les artisans, les petits agriculteurs. Eh bien, nous ferons tout pour que la colère éclate dans la classe ouvrière. Et que le combat soit aussi mené dans les entreprises. Parce qu'en plus de contester Macron, eh bien, il faut mettre en cause la classe qu'il représente, la bourgeoisie, et le système qu'il défend, le capitalisme. Il y a déjà beaucoup de leçons à tirer du mouvement du gilet jaune, du mouvement des gilets jaunes. Quand on est révolté, comme nous le sommes, et toujours prêt à se battre, y compris quand les autres ne le sont pas encore, on en vient parfois à penser que les gens ne se battront jamais. En tout cas, je l'ai entendu peut-être des milliers de fois. Eh bien, cette révolte des Gilets jaunes montre que la colère peut venir de tous les côtés, y compris de ceux dont on s'attend le moins. Le mouvement des Gilets jaunes montre que même des travailleurs, des ouvriers qui ne s'étaient jamais battus de leur vie, qui n'avaient jamais fait grève, ne s'étaient jamais syndiqués, peuvent se révolter. Des femmes que l'on n'entend jamais et qui jonglent avec quelques heures de boulot, avec les enfants, eh bien, se sont transformées en meneuses. Des retraités aussi se sont transformés en rebelles. Et puis on a vu des indépendants, des artisans, des commerçants appelés eux aussi à l'action collective. Ensemble et en dehors de tout cadre syndical ou politique, eh bien, ils ont trouvé le moyen de s'organiser en occupant les ronds-points et en manifestant. Et puis, ils ont fait preuve d'une sacrée détermination. Aujourd'hui, après 3 mois de mobilisation, eh bien, beaucoup ont raccroché leur gilet. Mais il y en a encore plusieurs dizaines de milliers qui se mobilisent et qui ont manifesté même encore aujourd'hui. Tout ça, malgré la violence des forces de l'ordre vis-à-vis des manifestants, malgré les centaines de blessés graves, et malgré l'opération d'enfumage du grand débat national. Alors oui, la capacité de révolte des collectives, des classes populaires est bel et bien là. Et quand les classes populaires se mettent en mouvement, eh bien elles nous surprennent par leur inventivité et par leur ténacité. Pour nous, c'est plus qu'une bouffée d'oxygène, c'est la confirmation de nos convictions.
Oui, la société changera par en bas, au travers de révoltes sociales, où les travailleurs prendront conscience de leurs intérêts et du combat à mener contre le grand patronat qui domine toute la société. Les revendications et la conscience des Gilets jaunes ont évolué au cours du mouvement. Elles se sont élargies jusqu'à dénoncer l'injustice fiscale, les inégalités et jusqu'à revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais si le mouvement des Gilets jaunes a posé les bonnes questions, il ne pouvait pas y répondre. Parce que ce mouvement est né d'une colère fiscale et il a été un mouvement composite qui mélangeait des salariés et des petits patrons. Et autant ces derniers étaient prêts à dénoncer Macron et les impôts, autant ils n'étaient pas prêts à mettre en cause le grand patronat, ses profits et son pouvoir. De fait, la conscience de classe s'y est très peu exprimée. En tout cas, si elle s'est exprimée, ce n'est que de manière partielle et très confuse. Alors que le mouvement des Gilets jaunes a été composé majoritairement d'ouvriers, de chômeurs, de précaires, de retraités du monde du travail. Eh bien, cela nous conforte aussi dans notre objectif de construire un parti qui représente les intérêts des travailleurs et qui soit capable de faire progresser la conscience de classe dans le monde du travail. Les travailleurs ne défendront pas leurs intérêts en recherchant le consensus et l'unité entre toutes les classes sociales. Un tel consensus ne peut pas exister dans le cadre d'une société fondée sur l'exploitation et où les intérêts des travailleurs s'opposent à ceux du grand patronat. Pour que les travailleurs fassent réellement avancer leur sort, que ce soit en matière d'emploi, de salaire ou de retraite, eh bien, il faut prendre sur les profits. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à la classe capitaliste. Il faut que les travailleurs soient conscients d'appartenir à un camp qui doit se battre pour ses intérêts contre le grand capital. Et la conscience de classe, ce n'est pas réclamer le partage des richesses. C'est être conscient, au contraire, que la bourgeoisie, elle ne partage pas. Et c'est être prêt, eh bien, à la combattre et à se battre jusqu'à ce qu'on renverse cette classe sociale et qu'on renverse tout son système, le système capitaliste. Alors aujourd'hui, tous les regards sont tournés contre Macron. Et puis c'est assez naturel puisqu'il est le président de la République. Et puis il porte une responsabilité importante dans le recul des conditions de vie de la classe ouvrière. Mais toute la société est écrasée par le rouleau compresseur du grand capital. Et nous ne résoudrons pas le problème en changeant de président, en rafraîchissant les institutions ou en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Cela fait des décennies que l'on vote pour changer de président et que rien ne change. On a toujours droit à la même politique anti-ouvrière parce que gouverner dans le cadre de la domination du grand capital, eh bien, c'est forcément se soumettre à sa loi. La minorité capitaliste monopolise dans ses mains une masse de capitaux et détient plus de pouvoir économique que les présidents ne peuvent en avoir à la tête des États. C'est cette minorité de grands bourgeois non élus qui gouverne les grands groupes industriels et financiers et qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie. Ce ne sont pas les gouvernements. C'est le pouvoir des actionnaires de Ford ou de PSA de fermer une usine, celui de Sanofi ou Renault de gaver leurs actionnaires et de bloquer les salaires. C'est le pouvoir de Vinci de transformer les autoroutes en caisses enregistreuses ou encore celui des banques de se transformer en casinos. Quant à croire qu'il suffirait de nouvelles lois pour combattre la rapacité des capitalistes, ce sont des illusions. Quand les lois qui encadrent le fonctionnement des entreprises les gênent un tant soit peu, eh bien les grands patrons ont 1001 moyens de les contourner ou de les ignorer. Combien de patrons ne payent pas les heures supplémentaires de leurs salariés? Et combien de travailleurs enchaînent des horaires délirants en toute illégalité? Et cela se fait souvent parce que les salariés eux-mêmes s'interdisent de revendiquer leurs droits par peur de perdre leur boulot, tout simplement. Alors non, on n'arrêtera pas les méfaits du grand capital en multipliant les appels au vote et les lois. C'est une question de rapport de force entre les travailleurs
et le grand patronat, et cela dépend de la capacité des travailleurs d'imposer leurs intérêts vitaux, c'est-à-dire un emploi pour chacun, parce que tout le monde devrait avoir un emploi avec un salaire correct. S'il n'y a pas assez d'emplois, eh bien il faut répartir le travail entre tous, sans diminution de salaire, bien sûr. Et puis il faut un pouvoir d'achat garanti par l'indexation automatique des salaires, des allocations et des retraites sur les prix. Il est inacceptable que s'accroisse sans cesse le nombre de travailleurs pauvres, des femmes et des hommes qui, tout en apportant leur contribution au fonctionnement de la société, sont poussés vers la misère, misère matérielle et misère morale. Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé la volonté de mieux contrôler ce que font l'État et les élus de l'argent de nos impôts. C'est légitime. Mais contrôler ce que fait la classe capitaliste des richesses créées par l'ensemble du monde du travail, il est tout autant. On revendique que le budget de l'État et l'argent public soient dépensés le plus utilement possible. Pourquoi ne pas en faire autant pour les capitaux accumulés dans les entreprises? L'utilisation de ces capitaux échappe à la société au prétexte qu'ils sont propriété privée. Il est interdit de contrôler l'usage fait de ces capitaux, il est interdit de les réquisitionner, quand bien même la société en aurait un besoin urgent pour investir dans le logement, les transports, la santé ou l'éducation, et ce, alors que ces capitaux sont créés par le travail collectif de dizaines de milliers de travailleurs. Eh bien, c'est cela qu'il faut changer. Le pouvoir de la bourgeoisie vient de ce qu'elle concentre entre ses mains les capitaux. Cela lui donne le droit de décider seul des choix engageant toute la société. Eh bien, si on veut lui enlever son pouvoir de nuisance, il faut lui enlever ses capitaux, c'est-à-dire l'exproprier. Oui, il y a un tabou à faire tomber. C'est le tabou de la propriété privée et du capitalisme. On nous met dans le crâne depuis toujours que le capitalisme, c'est d'abord la liberté et le respect de la propriété. Mais c'est surtout la liberté et la propriété des plus riches. Car quelles sont celles des travailleurs? Où est la liberté pour les 6 millions d'entre nous qui sont condamnés au chômage? Pour ceux dont les salaires sont tellement bas qu'ils ne permettent même pas de régler toutes les factures. L'écrasante majorité des travailleurs ne choisissent ni leur métier, ni leur entreprise. Et une fois embauchés, eh bien, ils obéissent aux ordres, aux horaires et au rythme imposé. Alors elle est où la liberté? Quant à la propriété privée du monde du travail, elle se réduit à bien peu de choses. Nombre de salariés et d'employés sont dans l'incapacité de s'acheter ne serait-ce qu'une voiture correcte. Et pour acheter un appartement ou une petite maison, eh bien, la plupart d'entre eux sont forcés de s'éloigner des villes et de leurs lieux de travail et de s'endetter sur des décennies. Et dès qu'il y a un licenciement ou un accident de la vie, comme on dit, eh bien, on perd tout. Et combien de patrons, petits et moyens, ont fini eux aussi ruinés ou avalés par plus gros qu'eux, c'est-à-dire expropriés. Alors, derrière ce principe prétendument sacré de la propriété privée, eh bien, il y a surtout le droit de la bourgeoisie d'exproprier tout le monde à son profit. Le respect de la propriété privée fait partie des chaînes que les travailleurs doivent briser. Marx disait « Il faut exproprier les expropriateurs ». Eh bien, c'est plus vrai que jamais. Cette conscience révolutionnaire est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. L'expropriation du grand capital et la collectivisation des grands moyens de production peuvent paraître éloignés et décalés par rapport aux revendications élémentaires, vitales des travailleurs. Le droit de disposer d'un travail, le pouvoir d'achat pour faire face à ses dépenses quotidiennes, une retraite digne, le droit de vivre dignement, tout simplement. En réalité, ces revendications élémentaires et vitales et la perspective de renverser la bourgeoisie, de l'exproprier, sont indissociables. Avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs,
toute revendication, un tant soit peu sérieuse, venant des salariés, fera l'objet d'une lutte âpre et difficile. Et lorsque les travailleurs se battront vraiment pour leurs intérêts de classe, eh bien, ils feront leur expérience et ils réaliseront que tant que la bourgeoisie tient les rênes des grands groupes industriels et financiers, elle les baladera et que le seul moyen d'avancer réellement, c'est de contrôler ce qui se passe dans les grandes entreprises. C'est de savoir quelles sont réellement les marges bénéficiaires, où passent tous ces profits, combien sont investis, combien sont versés aux actionnaires. Et la question du pouvoir et de l'expropriation de la bourgeoisie se posera, comme elle s'est déjà posée lors de nombreuses grandes luttes sociales. Et c'est alors que la classe ouvrière prendra conscience de cette vérité, que si elle veut vivre, le capitalisme doit mourir, comme l'affirmaient les communistes des années 1920. Alors, oui, la lutte pour les revendications quotidiennes immédiates et la lutte pour l'émancipation totale des travailleurs ne doit faire qu'un seul et même combat. Eh bien, il faut que dès aujourd'hui, les travailleurs les plus combatifs s'en convainquent. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. La domination de la classe capitaliste nous mène à la catastrophe économique, je l'ai dit, mais aussi sociale et écologique. Parce qu'on peut parler de l'écologie, et on n'en a jamais autant parlé. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas le début d'une solution. Et en ce qui concerne la marche du monde et les relations internationales, c'est la même impasse. La crise du capitalisme, les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà menés à 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère s'entassent dans les camps infâmes où sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale parce qu'ils sont aussi le théâtre des rivalités des grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de l'extrême droite. Les Le Pen, les Salvini, Orban et compagnie disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre le pied en Europe. La réalité, c'est qu'ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Hongrie, par exemple, Orban vient d'autoriser les patrons d'exiger de ses salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, payables jusqu'à 3 ans plus tard. Alors oui, à toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre de travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Les premiers militants socialistes puis communistes ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous opposer au chauvinisme et au nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris des partis dits de gauche. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Union européenne ou l'Allemagne, exonèrent les patrons bien français de leurs responsabilités dans la crise et le chômage. Alors tout ça pour dire que le capitalisme nous plonge dans un monde de plus en plus barbare et militer pour défendre parmi les travailleurs la nécessité de le renverser, de renverser la bourgeoisie et son ordre pourrissant est la seule perspective. Notre choix de nous adresser spécifiquement aux travailleuses et aux travailleurs vient du fait qu'il n'y a pas de classe sociale mieux placée pour renverser la bourgeoisie.
La révolution sociale dépend du monde du travail et en premier lieu des exploités rassemblés dans les bastions capitalistes que sont les grandes entreprises. Ce n'est pas qu'ils ont une conscience révolutionnaire supérieure aux autres catégories sociales. Comme c'est le cas de tous les exploités, en dehors des périodes révolutionnaires, eh bien, ils acceptent leur sort et ils sont marqués par les valeurs diffusées par le capitalisme, que ce soit l'individualisme, la réussite personnelle ou le nationalisme. Mais ce qui caractérise les travailleurs, c'est qu'ils sont au cœur même de ce qui fait le pouvoir de la bourgeoisie, les entreprises. Et ce sont eux qui créent les richesses. Et ils sont en but direct avec la bourgeoisie. Pour sauver leurs conditions d'existence, eh bien, ils sont forcés de s'y affronter. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien. Que ce soit pour résister aux cadences, se faire payer ses heures de travail ou tout simplement pour se faire respecter. Cette résistance, elle s'exerce de plein de façons différentes. On peut traîner les pieds, faire semblant de ne pas avoir entendu tel ou tel ordre, mais on peut aussi réagir de façon collective. On peut faire des pétitions, se rassembler pour aller voir collectivement la direction et on peut débrayer jusqu'à se mettre en grève. Et c'est là, au cours de ces actions collectives, que les travailleurs découvrent leur puissance sociale et leur capacité à changer le rapport de force avec le patronat. C'est aussi dans ces moments-là que les travailleurs peuvent découvrir qu'ils sont tout à fait capables de diriger collectivement la société. Parce que, oui, collectivement, la classe ouvrière a la capacité de réorganiser l'économie au service du plus grand nombre. Et ce pouvoir, elle l'exercera 1000 fois mieux que la bourgeoisie. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment ou des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage, de la sécurité, de la grande distribution. Eh bien, ces hommes et ces femmes savent ce que cela veut dire travailler et devoir se serrer la ceinture. Et ils représentent 1000 fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Et nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, eh bien, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, du genre loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, eh bien tous ces problèmes trouveraient leur solution parce que les décisions ne seraient plus guidées par les intérêts égoïstes d'une minorité, mais par ceux de l'écrasante majorité. Et pour finir, 2 mots sur les élections européennes. Lutte ouvrière présentera donc une liste aux européennes que je conduirai pour y défendre les idées que je viens de développer ce soir. Sur la question de l'Europe, nous affirmerons notre internationalisme. Nous sommes de ceux qui affirmons fièrement que notre pays, c'est la terre et que notre patrie, c'est l'humanité. C'est dire que nous pensons que l'Europe devrait être unie depuis longtemps. Oui, l'Europe devrait être unie depuis longtemps parce que l'histoire, l'économie, la vie sociale des différents pays d'Europe sont étroitement entremêlées. Les entreprises se déploient à l'échelle européenne et même mondiale, y compris les plus petites. Et il suffit de quelques heures d'avion pour traverser 2, 3, 4 frontières. Cette division de l'Europe, qui n'est qu'un bout d'un continent, est complètement anachronique. Mais l'unification de l'Europe, qui serait un progrès, eh bien, il ne faut pas l'attendre de la bourgeoisie. Cela fait plus de 60 ans que les dirigeants européens essayent laborieusement de construire l'Europe et ils n'y sont toujours pas parvenus. Aujourd'hui, avec le Brexit, l'Europe est même en train de reculer. Parce que, comme tout ce que fait la bourgeoisie, eh bien, elle le fait de travers. Parce qu'il n'y a que le business et ses profits qui comptent. Alors, l'Union européenne qu'elle a construite n'a évidemment rien pour plaire aux travailleurs. Rien n'a été fait pour faire progresser le sort des travailleurs et des plus exploités d'Europe. L'Union européenne n'a pas fait la moindre pression sur les pays les plus réactionnaires pour y faire progresser, par exemple, les droits des femmes, ne serait-ce qu'en matière de droit à l'avortement.
Quant à la solidarité européenne, elle est un mot creux. Il suffit de se souvenir de la façon dont la Grèce a été traitée en 2011 et de voir aujourd'hui les pays européens se repasser les migrants qui arrivent sur les côtes comme des patates chaudes pour comprendre que l'Union européenne n'est pas cet espace de solidarité et de fraternité que certains nous vendent. Même sur une revendication qui semble évidente à la grande majorité, la taxation des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Eh bien, sur cette taxation, l'Europe montre encore son incapacité à avancer. Parce que d'un côté, l'Allemagne a peur des rétorsions américaines et parce que l'Irlande n'y a pas intérêt. Alors oui, l'Europe n'est pas belle à voir. Mais les États nationaux ne le sont pas plus. Tout ce que la bourgeoisie sait faire, c'est de construire des machines à opprimer les plus faibles. Alors, notre objectif, ce n'est pas de dénoncer telle ou telle institution ou tel instrument d'oppression, c'est d'abattre le capital. Si de nombreux travailleurs se trompent et sont trompés en mettant sur le compte de l'Europe ou de l'euro la dégradation qu'ils subissent, il ne faut pas les conforter dans cette illusion, mais au contraire leur ouvrir les yeux sur les seuls véritables responsables, sur nos exploiteurs. Nos conditions de travail ne dépendent pas de l'Europe, mais de la bourgeoisie. Quant aux salaires, s'ils sont fixés trop bas, qu'ils soient payés en francs ou en euros, ils resteront trop bas. Encore une fois, dans cette élection, nous nous adresserons aux travailleurs en mettant en avant leurs intérêts de classe et en ne se laissant pas prendre au jeu des partis bourgeois. L'Europe leur donne l'occasion de s'opposer, de faire croire qu'ils représentent des options qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. En réalité, leurs oppositions sont superficielles en matière d'Europe comme en matière d'immigration. Et c'est un sujet sur lequel ils peuvent d'ailleurs très facilement retourner leur veste, comme vient de le faire Le Pen, en annonçant finalement qu'il n'était plus pour la sortie de l'euro. Mais c'est un petit jeu donc de politiciens qui leur permet de faire croire à un nouveau clivage qui remplacerait le clivage gauche-droite et qui entretient la fiction d'une possible alternance, alors qu'ils défendent en réalité tous le même ordre social. Les travailleurs se sont fait piéger trop longtemps par le clivage gauche-droite. Il ne faut pas qu'ils retombent dans le piège des pros ou des anti-Europe qui les poussera fatalement dans les bras de partis bourgeois. Dans cette élection, il faut affirmer que les travailleurs n'ont qu'un seul intérêt à défendre, c'est leur peau, leurs conditions de travailleurs. Il faut mettre en avant les revendications élémentaires du camp des travailleurs contre le grand capital et la perspective de renverser tout l'ordre social capitaliste, seule perspective pour offrir un avenir à l'humanité. Notre camp, c'est celui des travailleurs. Et notre patrie, c'est l'humanité. Alors notre chant, c'est l'international. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.